Le journal vous est présenté par Pierre Gandus. Daniel Herouet, bonsoir. Bonsoir. Daniel Herouet, vous êtes conférencier sur le thème du leadership, vous êtes écrivain, vous êtes également contrôleur général des armées, vous avez fait partie des forces spéciales françaises. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington. Il rencontrera demain à la mi-journée, heure de Paris, le président américain Donald Trump. Beaucoup de sujets sur la table avec cette volonté de Donald Trump, il l'a clairement exprimé, de faire cesser toutes les guerres au Moyen-Orient. C'est un vœu pieux ou c'est réalisable ? Disons qu'un président arrivant, prenant ses fonctions, ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'objectif. Et cet objectif, c'est un petit peu dans sa ligne, dans sa personnalité. Il fallait qu'il l'affirme dès le début, de manière haute et forte, et que ça se matérialise. Et c'est plutôt comme ça que Trump agit pour l'instant, et c'est la raison de cette signature d'accord avec le Hamas là, dont nous connaissons les déroulements, les conséquences, etc. Mais je pense que là, en la matière, Trump veut absolument affirmer son désir, même si il y a un certain nombre de sous-entendus là-dedans. Vous entendez quoi par sous-entendu ? Les sous-entendus, si vous voulez, quand on est deux bons compagnons de combat, je dirais d'une certaine manière, puisque Trump et Bibi se connaissent bien, s'estiment, s'apprécient, etc. Mais tous les deux ne sont pas des enfants de cœur, je dirais. Sont des vrais géopoliticiens, sont des hommes de contact, de combat, etc. Et chacun a son objectif. Trump, c'est la paix, il l'a dit, nous le savons, nous l'avons entendu, mais pour Benjamin Netanyahou, c'est la sécurité. Et la sécurité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus jamais de 7 octobre. Voilà, donc ce sont deux objectifs, disons, qui, si on décortique un petit peu tout ça, font qu'il peut se passer un certain nombre de choses qui ne sont pas exactement dans la ligne exacte de l'un ou de l'autre. Ah oui, alors le meilleur exemple, c'est l'Iran. Benjamin Netanyahou, lui, serait plutôt sur la ligne d'une action militaire contre les sites nucléaires iraniens. Donald Trump, lui, serait plus pour une approche diplomatique. On voit là, justement, cette différence dont vous parliez à l'instant. Oui, alors, il y a un paradoxe également, parce que lorsqu'on voit les premiers actes exécutifs qui ont été pris par Donald Trump le jour même de son arrivée au pouvoir, il a annulé l'embargo qu'avait établi le précédent président sur un certain nombre d'armes très particulières, notamment ces fameuses bombes qui peuvent pénétrer en grande profondeur et dont l'usage quasi exclusif serait précisément d'aller détruire les centrales dans lesquelles, les lieux plutôt, dans lesquels il y a les centrifugeuses, les matériels, les armes, les équipements, tout ce qui contribue à la constitution d'armes atomiques. Donc, vous voyez, il pense la paix, etc., mais d'une certaine manière, et là il faut être réaliste, c'est comme pour tout, si à un moment donné, Donald Trump ne réussit pas par ses différentes actions politiques, diplomatiques, à infléchir les Iraniens et à les empêcher d'évoluer vers la bombe, il n'est pas exclu, à mon avis, je ne détiens pas de secret bien sûr, il n'est pas exclu du tout qu'un feu vert discret soit donné à Israël pour aller faire le nécessaire pour neutraliser ces éventuelles armes nucléaires. Oui, en sachant que Israël aura aussi besoin des forces armées américaines pour réaliser cet objectif. Oui, bien sûr, mais là aussi, je veux dire, il y a toujours un moment où la réalité doit rattraper la politique, c'est-à-dire que si à un moment donné, il est absolument inévitable de combiner des moyens
et de permettre à Israël, avec couverture, bienveillance des États qu'il faudra survoler, mais ça on l'a déjà vu, l'Iran irrite très 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 fortement et de plus en plus les États-Unis des environs, donc personne ne viendra pleurer le jour où Tsahal survolera pour aller détruire ses équipements nucléaires, d'autant plus qu'ils ont déjà préouvert la porte avec le dernier grand raid qu'ils ont effectué, où ils ont détruit notamment une bonne partie des équipements antiaériens iraniens, ce qui fait que la mission, disons, pourra se réaliser dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais hier soir, l'Iran a dévoilé un nouveau missile balistique d'une portée de 1700 km. On se souvient que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump, lors de son premier mandat, était sorti de l'accord négocié par Barack Obama avec l'Iran, c'est qu'il n'y avait pas le volet des missiles balistiques, et on voit bien que l'Iran, pendant le temps de l'accord, a continué à développer ce programme. Ça, c'est une évidence. De toute façon, lorsqu'on parle d'armement nucléaire, il y a l'arme elle-même, c'est-à-dire la tête qui explose, et puis il y a le vecteur, c'est-à-dire la fusée qui transporte. Et donc là, en l'occurrence, on sait que l'Iran est très engagé dans ce domaine. Il y a eu quand même des destructions extrêmement importantes qui ont été faites par le dernier raid israélien et portant sur les usines fabriquant des missiles. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de vantardise et de poker menteur dans cette affirmation iranienne, mais l'Iran n'a pas trop intérêt à agiter le chiffon rouge. Ils sont en situation de grande faiblesse, ils ont perdu leur proxy ou quasiment, y compris la Syrie maintenant qui a changé de main et qui n'est plus très favorable à l'Iran, puisque c'est revenu entre les mains des sunnites. Donc l'Iran n'a pas trop à faire le malin, d'autant plus qu'en plus le guide suprême étant très âgé, très malade, il n'est plus tellement en état de décider de grand-chose. Quant à son outil militaire en général, il a été également sérieusement étrillé. Donc là, je pense que dans les dialogues entre Trump et Benjamin Netanyahou, bien évidemment, ces questions seront évoquées dans le détail avec toutes sortes d'hypothèses. Steven Witkoff va participer à ces échanges, et je crois que tous les deux, justement, à la fois Bibi et Trump, vont passer par le tamis toutes les hypothèses possibles et imaginables, de manière à arriver à atteindre chacun leur objectif dans la meilleure combinaison possible, avec le moins de casse possible aussi, parce que vis-à-vis bien sûr de l'opinion internationale, dans le cadre des politiques déclarées également par Trump vis-à-vis des autres pays, des autres puissances, il faut que ça puisse passer quand même sans trop de heurts. Mais je leur fais confiance justement pour être en mesure de mettre en œuvre à la fois les stratagèmes et les méthodes qui seront les plus efficaces. Daniel Herouet, on peut imaginer les moyens de pression du président américain sur le Premier ministre israélien, qu'elles soient économiques ou militaires. Quels sont les moyens de pression de Donald Trump sur le Hamas, par exemple ? Concernant le règlement de l'affaire de la bande de Gaza. Par exemple. Ce qu'il peut faire, c'est effectivement sans arrêt essayer d'imposer des négociations, la poursuite des négociations, parce que là, l'accord de cessez-le-feu, quand on regarde le calendrier dans les réalités, ce qui doit encore être négocié, la libération des militaires, etc. Est-ce que ça va se faire? Comment ça va se faire? Et puis, il y a également toutes les dépouilles des otages décédés, de militaires décédés, etc. Ça va être encore extrêmement long, extrêmement difficile. Mais je crois qu'il y a une erreur qu'il ne faudrait pas que Donald Trump commette, c'est d'entraver la capacité d'Israël à se défendre. Parce que avec le 7 octobre, il y a une espèce de mur du son qui a été passé. Autrefois, au premier coup de téléphone, Israël amenuisait sa réaction aux tirs de roquettes, de missiles, etc.
Et ça a pu se jouer jusqu'au 7 octobre. Au 7 octobre, il y a eu un traumatisme tel dans le pays que maintenant, même s'il y a toujours des formations dissidentes très agitées, je dirais, vis-à-vis de Bibi, il y a grosso modo une solidarité qui s'est resserrée au sein de la population israélienne, et notamment avec en tête le désir de ne plus laisser se réinstaller quoi que ce soit qui puisse faciliter dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, un autre 7 octobre. Donc on le voit bien d'ailleurs, au moindre écart qui est fait par exemple dans le sud Liban par rapport au cessez-le-feu au sud Liban face au Hezbollah, eh bien il y a des réactions qui sont extrêmement vives, rapides, immédiates, et je crois que pour Gaza, même si Gaza, alors bien sûr la propagande occidentale dit que tout est rasé, etc., bon, les populations sont génocidées, bon, toutes ces bêtises propagandistes là ne tiennent pas la route face à la réalité de ce que font les derniers éléments du Hamas, qui peuvent faire de mauvais coups, et ils le font de temps en temps. Ils ont des tireurs embusqués, ils ont les tunnels dans lesquels ils ont encore des ressources. Cela dit, ils ont perdu beaucoup de combattants, mais on sait très bien aussi que le renouvellement des combattants sur ce genre de territoire fonctionne quand même relativement bien. C'est-à-dire, on tape dans les classes d'âge beaucoup plus jeunes, alors ça donne des combattants très inexpérimentés, etc. Mais bon, beaucoup sont prêts à mourir, et ils sont toujours capables de faire du mal. Et si d'aventure quelque chose mettait en cause la sécurité des Israéliens à proximité de la frontière de Gaza, enfin de la ligne de séparation, ou dans des villes proches comme Sderot, ne serait-ce qu'un tir de roquettes, etc., la riposte serait terrible. Voilà. Daniel Herouet, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Vous qui êtes écrivain, conférencier sur le thème du leadership, contrôleur général des armées. Merci et bonsoir. Merci, bonsoir.